Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur RGDE Nouvelles, l'info sans détour, une analyse objective. Ce bulletin vous propose un regard éclairé sur l'actualité qui façonne Haïti et les communautés haïtiennes à travers le monde. Politique, économie, culture et enjeux majeurs, nous couvrons ce qui compte vraiment. À ce premier segment de nouvelles, exceptionnellement aujourd'hui, on va parler de météo et que de météo. En réalité, vous l'avez remarqué, d'une certaine façon, vous l'avez appris. Donc, en ce lundi 27 octobre 2025, on est déjà quelques jours après le passage ou pendant le passage d'un puissant ouragan baptisé Mélissa qui s'abat sur la Caraïbe et frappe durement Haïti. Dans ce segment spécial, nous ferons le point sur une situation qui évolue. Effectivement, vous ferez mieux de vous informer d'heure en heure. Donc, dépendamment du moment où vous allez écouter ce bulletin de nouvelles, ça se peut qu'il y ait de nouvelles informations disponibles et il est bien en ce moment de rester informé. Voici nos titres pour ce segment spécial. Mélissa, un monstre de catégorie 4. Analyse d'un ouragan dévastateur qui menace directement la péninsule sud d'Haïti. Un bilan déjà tragique. Haïti compte déjà des dégâts alors que les premières opérations d'évacuation sont en cours. Face à la crise, nous examinerons la mobilisation de l'État et les défis immenses qui compliquent les secours. Un ouragan de catégorie 4 représente l'une des plus grandes menaces météorologiques pour la région des Caraïbes. Avec des vents destructeurs et des pluies diluviennes, il est capable de transformer des paysages et de mettre en péril des milliers de vies. C'est précisément la menace à laquelle Haïti est confronté aujourd'hui, alors que l'ouragan Mélissa déploie sa force sur le pays. Selon les dernières données de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM, en date du dimanche 26 octobre, Mélissa est un ouragan majeur de catégorie 4. Donc son centre se situait à environ 185 km au sud-ouest de Kingston, en Jamaïque, et à 540 km au sud-ouest de Port-au-Prince. La trajectoire prévue à ce moment où on enregistrait le bulletin de nouvelles, c'était un passage près ou au-dessus de la Jamaïque suivi d'un virage vers Cuba puis les Bahamas. Mais on a entendu des spécialistes se pencher là-dessus pour dire c'est plutôt difficile à prévoir parce que le cyclone, l'ouragan en tant que tel, ça change de cap. Bien que l'œil du cyclone ne devrait pas traverser directement Haïti, ses effets sont déjà dévastateurs. Les bandes périphériques de l'ouragan balayent la péninsule sud avec de fortes rafales de vent et d'importantes pluies orageuses. Ces conditions critiques, qui alimentent un risque élevé d'inondation et de glissement de terrain, devraient se poursuivre jusqu'au début de cette semaine. Alors, ces données météorologiques se traduisent déjà par une réalité dramatique sur le terrain. Alors, prions pour Haïti si vous savez prier ou mettez-vous à l'abri en particulier si vous nous écoutez depuis Haïti. Le bilan humain et matériel, Haïti déjà meurtri, on le sait bien, avant même que le cœur de Mélissa n'atteigne son point le plus proche, son passage a déjà laissé des cicatrices profondes. C'est un bilan qui s'alourdit d'heure en heure en Haïti, et au moment où vous allez écouter ce bulletin de nouvelles, je le rappelle, ça se peut qu'il y ait de nouvelles informations, donc restez informés d'heure en heure. Donc je reprends, c'est un bilan qui s'alourdit d'heure en heure et qui s'inscrit dans une crise humanitaire plus large de façon menaçante. Selon l'UNICEF, plus d'1,5 million d'enfants à travers la Caraïbe, pas qu'Haïti, sont menacés. Donc les premières heures de la catastrophe révèlent un bilan tragique et des dégâts matériels qui témoignent de la violence du phénomène. Le coût humain, donc le bilan humain provisoire depuis mardi, depuis la semaine passée, fait état de 4 morts, d'au moins 15 blessés. Donc, les circonstances de ces drames illustrent la vulnérabilité des populations face aux éléments. À Fontamara, dans la région de Port-au-Prince, 2 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain. À Marigot, dans le sud-est, un septuagénaire a perdu la vie après la chute d'un arbre sur sa maison. À Praville, dans la commune des Gonaïves, 15 personnes ont été blessées suite à l'effondrement d'un mur sous la pression des eaux. Donc, quand on vous dit de faire attention, ça a toute son importance, faites attention. Donc, les dégâts matériels et infrastructures, les rapports qui nous parviennent des zones touchées décrivent une situation critique avec des infrastructures vitales endommagées et des communautés isolées. J'ai entendu par exemple le conseiller
Monsieur Fritz Jean parlait, faire la description de Sainte-Suzanne, d'où il venait au moment où il présentait son point de presse, comme pour dire coupure d'électricité, c'est la coupure, c'est une ville coupée du reste du pays, vous comprenez? Donc, des centaines de maisons sont inondées, notamment dans le nord-ouest, où 450 ont été recensées, des communes comme les Cailles, Port-de-Paix, mais aussi Gonaïves et des dunes de l'Artibonite sont gravement touchées par la montée des eaux. Donc, infrastructure détruite, l'effondrement d'un pont à Sainte-Suzanne, dans le nord-est, a coupé une voie de communication essentielle. Des routes sont également coupées à Mauron, dans la Grand'Anse et dans le département de l'Artibonite, rendant l'accès des secours encore plus difficile. Donc, impact symbolique, fait marquant et douloureux, une grande partie du cimetière de Chadonnière, près des Cailles, a été emportée par les flots, donc ravivant les souvenirs traumatisants des ouragans précédents comme Matthew. Perturbations majeures en réponse à la menace, le pays est en partie à l'arrêt. Les activités économiques et scolaires ont été suspendues dans les départements placés en alerte rouge. Donc, le trafic maritime a été formellement interdit et les vols intérieurs ont été cloués au sol. La compagnie Sunrise Airways a par exemple annoncé l'annulation de tous ses vols au départ et à destination des Cailles, isolant davantage la péninsule sud. Face à ces ponts effondrés et ces communautés isolées, comment l'État s'organise-t-il? Donc, il y a la mobilisation nationale et la réponse à la crise. Face à une catastrophe d'une telle ampleur, la coordination des institutions nationales est absolument cruciale pour sauver des vies et limiter les dégâts. Les autorités haïtiennes ont activé le système national de gestion des risques et des désastres pour tenter de faire face à la furie de Mélissa. Parlons maintenant des niveaux d'alerte et des mesures d'urgence. Le niveau de vigilance a été porté à son maximum dans les zones les plus exposées. L'alerte rouge est en vigueur pour les départements du Sud et de la Grand'Anse. Et je rappelle encore une fois, au moment où vous écoutez ce bulletin, ça se peut qu'il y ait des modifications. Donc, informez-vous d'heure en heure pour savoir ce qui est dit du côté des dirigeants sur place. Donc, l'alerte rouge est en vigueur, de répéter, au moment où on enregistre ce bulletin de nouvelles pour les départements du Sud et de la Grand'Anse. Une alerte orange a été décrétée pour les départements des Nippes, du Sud-Est et de l'Ouest. Pour protéger les populations, 342 abris provisoires ont été ouverts sur le territoire. Les chiffres officiels font état de plus de 335 personnes accueillies dans le seul département du Sud, notamment aux Cailles, au Coteau et à l'Île-à-Vache, bien que d'autres rapports du terrain suggèrent des nombreux fluctuants et illustrant la difficulté de consolider l'information en temps réel. Les autorités, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, lors d'une intervention officielle, le conseiller présidentiel Leslie Voltaire a rappelé la vulnérabilité chronique du pays face au changement climatique, insistant sur la nécessité de la prévention. Pour être prêt, dit-il, il faut prendre conscience, reboiser, gérer nos ravines et nos cours d'eau. Fin de citation. Donc, on ne parle pas de ce qu'il y a à faire à l'instant T, mais ce qu'il y a à faire pour se préparer pour les éventuels ouragans. De son côté, le ministre de la Santé publique, Sinal Bertrand, a assuré que les hôpitaux des zones à risque étaient préparés et que le personnel médical restait entièrement mobilisé pour répondre à l'urgence. La protection civile a lancé son appel. La Direction générale de la protection civile DGPC multiplie les consignes de sécurité, appelant la population à rester à l'abri et à ne surtout pas tenter de traverser les rivières en crue et apporter assistance aux plus faibles. Ne pas traverser les rivières en crue. Des fois, on se croit malin. Il ne faut pas traverser les rivières en crue. L'institution a lancé un appel vibrant à la solidarité nationale résumé dans cette phrase forte: « Ne laissez personne derrière vous, c'est votre comportement qui peut sauver des vies ». Cette mobilisation, bien que nécessaire, se heurte cependant à des obstacles structurels qui fragilisent l'ensemble du pays. Contexte et vulnérabilité. Il y a les défis structurels d'Haïti. Donc, l'impact dévastateur de l'ouragan Mélissa n'est pas seulement le fruit d'un phénomène météorologique extrême. Il est considérable. Il faut regarder l'ensemble de ce qui s'est passé un peu avant.
Donc, il est aggravé par les défis sociaux, économiques et infrastructurels auxquels Haïti est confronté depuis des années. Les obstacles à la gestion de crise, par exemple. Les opérations de secours et de prévention sont entravées par plusieurs contraintes majeures qui compliquent la réponse sur le terrain. Infrastructures fragiles, le réseau routier déjà très dégradé complique l'accès aux communautés isolées. C'est une faiblesse qui explique pourquoi le pont de Sainte-Suzanne a cédé si rapidement et pourquoi l'accès à Moron est aujourd'hui coupé. Sécurité précaire, donc la présence de gangs armés dans certaines zones coupe les voies de communication et empêche les autorités d'accéder à des communes comme Sodo, laissées à elles-mêmes. Quand on sait, dans beaucoup de cas, c'est la mer qui a été utilisée pour des voyages. Maintenant, non, personne ne doit voyager en haute mer à cette période. Donc, sinon, des habitats précaires, des millions de personnes vivent dans des habitations qui n'offrent aucune protection contre des vents violents ou des inondations, accentuant dramatiquement le risque de pertes humaines. Les moyens sont limités, les institutions nationales manquent de capacités logistiques et financières pour déployer une réponse à la hauteur de la menace que représente un ouragan de cette puissance. C'est aussi une crise régionale et humanitaire qui se révèle pendant ce passage de cyclone. La situation en Haïti s'inscrit dans un contexte régional tout aussi alarmant. L'UNICEF qui alerte sur le sort de plus de 1,6 million d'enfants menacés dans la Caraïbe est déjà à pied d'œuvre. L'agence onusienne prépositionne des fournitures d'urgence comme des purificateurs d'eau et des kits médicaux et distribue des aides financières directes à des ménages vulnérables dans le sud d'Haïti pour tenter d'amortir le choc. Nous assistons donc à la collision tragique entre un phénomène climatique d'une extrême violence et une nation dont les vulnérabilités structurelles mettent constamment la résilience à l'épreuve. Kagengoulan, mais cabotage était déjà interdit, mais ça veut dire avion sous studio qui a volé soit sur le Cap à l'an sud, soit sur le Port-au-Prince à l'an sud, ça veut dire et pour ça jusqu'à nouvel ordre activité aérienne yo campé. Maintenant pour population, j'en débat consigne pendant toute semaine. Par rapport à mesures individuelles, ça un monde personnellement, ça toute famille doit faire, n'a continuer bailler, n'a continuer dire toujours continuer suivre voies autorisées différents bulletins météo et respecter consignes qui sont dans bulletin nous dit alerte rouge, je ne dis là pas prendre chance sortir dehors sous aucun prétexte jusqu'à ce que la levée. Ça qui arrive, il y a des urgences. C'est pourquoi nous allons distribuer à travers la presse des numéros d'urgence qui déjà un peu le monde connaît déjà. Direction protection civile dans la région Sayo déjà en contact direct avec la population. Gagner des machines, des camions qui passent avec messages qui bail orientation. Ça veut dire nous ouvrir abri et nous ordonner évacuation monde qui dans une zone qui est vraiment affectée par passage. Pas coûter rimet. En pile fois, mon yo a fait tête chaud parce que les jeunes ont monde qui a un téléphone et puis ils transférer des messages n'importe quoi sur toute plateforme et qui baille des gros problèmes. Suivre bon souci. Mettez à l'abri, comme nous avons déjà dit, pressé parce que nous avons l'alerte rouge toutes sortes de bagages qui sont importants nous yo. Par exemple, j'en ai toujours dit papier terre, baptistère et tout papier qui est important. Assurer porte caïno, assurer fenêtre caïno. Si toutefois, mon qui gagne caïtolio, faut-il passer main avec clou, marteau pour nous renforcer parce que vent qu'a levé caïtolio. Si vous avez pour sortir, seconde urgence, numéro d'urgence nous pas gagner, nous pas distribuer à permettre à ce que ou relais vienne chercher. Si vous habitez Bolanmé, sorti ou bien à long abri provisoire. Si vous habitez Bolanmé et cas ou pas solide et UHM tout expliquer déjà il y a des roules cycloniques dans zone côte studio, il y a des gros marées tempête. Assurer une réserve de l'eau potable, de l'eau traitée pour monde qui n'a pas manger qui pas gâter. Et puis si ou c'est des gens qui sous médicaments, assurer médicaments ça disponible. Tous premiers secours que vous avez à mettez-le sous la main.
Comme tu as un risque courant coupé, chercher, mettez, ça me relève dans flash ou dans radio, pile. C'est pile, batterie, ça nous les piles pour nous assurer une bonne nouvelle. Tant pis s'il vous plaît. Fait solidarité avec les gens qui pas capable yo. Moun qui a vécu un handicap yo. Il y a un pile côté, il y a des familles moun qui a vécu un handicap, il y a des moun tout qui dans quartier ou connaît qui a vécu un handicap des fois qui a vécu pour compte yo. Fait solidarité avec pas quitter ou derrière si ou gain pour déplacer al nan abri. Femme enceinte yo, si moun petit pas quitter ou pour compte yo. Pas oublier ces comportements pas qui permettent de sauver la vie. C'est vrai, l'État a pour devoir pour protéger ou, mais c'est mettre corps qui veille corps. C'est-à-dire Mélissa jusqu'à date était de façon stationnaire, mais effet indirect yo fait des dégâts considérables. Bon côté et nord-est par exemple, la caille président Fritz gagne des dégâts sur l'infrastructure dans le pont Sainte-Suzanne qui écrasé. Il y a des gens qui mourent déjà, il y a 2 personnes qui mourent matissant dans un glissement de terrain malheureusement, et il y a des gens dans Marigot qui mourent par une chute d'arbre. Déjà, il y a des maisons qui sont inondées, près de 16 blessés déjà malheureusement, et il y a des maisons qui sont inondées. Maintenant, il y a des gens qui sont déjà en abri provisoire. Déjà, le sud, par exemple, accueilli 129 personnes en abri dans la zone Tobec, dans l'Ilavache, avec dans Okaï. Donc, ça veut dire, c'est sérieux. L'ouragan peut même frapper nous, effet indirect qui a produit des dégâts. Je ne pas dire c'est incrédule, mon incrédule, mais nous disons depuis nous sentons nous côté de passe cordium, nous en flammes déplacés. Depuis nous sentons que nous pas correct déplacés parce que liste abri provisoire est disponible et agent protection civile a passé pour citer du côté où il est. Maintenant, en pile là-dedans c'est l'école plus ou moins solide. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce segment spécial, ce premier pour notre bulletin de nouvelles. Restez branchés, nous vous reviendrons après la pause pour la suite de notre journal. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce deuxième segment de nouvelles pour ce lundi 27 octobre. Au premier segment, nous avons parlé exclusivement de Mélissa, qui est en train de causer pas mal de dégâts dans la région et en Haïti. Donc, la prudence est de mise. Voici les titres pour ce deuxième segment de nouvelles. Les forces de l'ordre mènent plusieurs opérations d'envergure à Port-au-Prince et dans l'Artibonite, tandis que la menace des gangs s'étend dans la région. La coopération internationale se poursuit avec la formation de policiers haïtiens par la France et une visite de haut niveau d'une délégation canadienne auprès de la force de répression des gangs. Sur le plan institutionnel, une nouvelle chef de cabinet est installée au ministère à la condition féminine. Enfin, le syndicat d'autorité portuaire nationale lance un appel au gouvernement face à l'insécurité grandissante pour ses employés. Parlons de sécurité. Opération policière et action contre les gangs face à la pression croissante des gangs armés dans des zones stratégiques du pays. La police nationale d'Haïti a intensifié ses actions au cours des derniers jours. Ces interventions visent à démanteler les réseaux criminels et à restaurer l'autorité de l'État dans des territoires longtemps abandonnés à l'insécurité. Le vendredi 24 octobre, plusieurs unités spécialisées de la PNH ont mené une vaste opération au centre-ville de Port-au-Prince. Les zones ciblées incluaient Paco, l'avenue Christophe et le marché Salomon, avec pour objectif déclaré de démanteler les foyers de gangs qui y sèment la terreur. À ce jour, les résultats officiels de cette intervention n'ont pas encore été communiqués. Le lendemain, samedi 25 octobre, une autre opération a été menée à des armes dans le département de l'Artibonite. La PNH a annoncé avoir neutralisé plusieurs individus. Parmi eux, Aidens, A-I-D-E-N-S, Louis, alias Varier, un membre actif du gang taliban, a été tué lors d'échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Une arme de guerre a été saisie sur les lieux. Dans un communiqué officiel, la PNH a réaffirmé sa détermination à poursuivre la lutte, qualifiant la reconquête du territoire haïtien d'entreprise irréversible. Mais alors que la PNH frappe à un endroit, la menace des gangs s'intensifie ailleurs, notamment dans l'Artibonite, créant un front de plus en plus large et complexe.
Progression des gangs de l'Artibonite et quelles réponses donnent les autorités? Tournons-nous vers l'Artibonite. Stratégique pour sa production agricole, ce département est aujourd'hui un front critique où l'avancée des gangs menace directement la sécurité alimentaire du pays. Et comme nous venons de le voir, l'Artibonite est le théâtre d'opérations policières ciblées, mais le département reste un front majeur dans la lutte contre les gangs. Depuis plusieurs jours, la commune côtière de Montouy fait face à une offensive du gang taliban. Des groupes d'autodéfense communautaires tentent de résister, mais une autorité locale a vivement critiqué ce qu'elle décrit comme l'absence de la police nationale sur le terrain. Plus au nord, la ville de Saint-Marc est désormais directement menacée par la coalition Vivre Ensemble. L'ancien maire Nicolas Dorvilus a même affirmé que des hôtels de luxe à Montouy seraient maintenant occupés par des membres de gangs. En réponse à cette menace imminente, des renforts de la PNH ainsi que de nouveaux véhicules blindés ont été déployés à Saint-Marc. L'enjeu est de taille. Jusqu'ici, Saint-Marc servait de refuge pour de nombreux déplacés internes. La chute potentielle de ce havre de paix aggraverait une crise humanitaire déjà profonde qui compte plus de 1,5 million de personnes déplacées en Haïti à cause de la violence. Cette escalade sécuritaire rend le soutien international non plus optionnel, mais absolument vital. Parlons de coopération internationale et soutien aux forces de sécurité. Y a-t-il de l'espoir? Qu'est-ce qui est en train d'être mijoté pour faire face à cette crise d'insécurité? Le renforcement des capacités des forces de sécurité haïtiennes est une priorité pour la communauté internationale. Plusieurs partenaires stratégiques poursuivent leur programme de soutien, un appui jugé crucial pour permettre à Haïti de faire face à des défis sécuritaires d'une ampleur inédite. Coopération avec la France. Dans le cadre du partenariat sécuritaire franco-haïtien, 48 policiers haïtiens, dont 8 instructeurs, ont achevé une formation dispensée par des experts du RAID, RAID français. Donc, cette session qui s'est déroulée du 12 au 23 octobre visait à perfectionner les techniques de commandement et d'intervention des unités spécialisées de la PNH. Cet appui intervient dans un contexte difficile. Le Réseau national de défense des droits humains rapportant que plus de 33 policiers ont été tués en un an. Visite d'une délégation canadienne, une délégation de haut niveau menée par Bob Ray, représentant permanent du Canada auprès de l'ONU, et l'ambassadeur canadien André-François Giroux a rencontré le commandement de la Force de répression des gangs, FRG, ainsi que le directeur général de la PNH, André Jonas Vladimir Paraison. Au cours de cette visite, le Canada a réaffirmé une contribution additionnelle de 60 millions de dollars. La délégation a également inspecté 2 hélicoptères récemment arrivés et a exprimé son optimisme quant au déploiement de nouveaux effectifs de la FRG d'ici avril 2026. Pendant que ces efforts sécuritaires se poursuivent, l'appareil gouvernemental connaît lui aussi des ajustements. Donc parlons d'actualité institutionnelle. Malgré l'urgence sécuritaire qui monopolise l'attention, l'appareil d'État haïtien doit simultanément gérer ses propres défis internes, donc de la nomination de nouveaux cadres à la sonnette d'alarme tirée par des employés en première ligne. Nomination au ministère CFDF, le vendredi 24 octobre, Mme Francia Gilles a été officiellement installée comme nouvelle chef de cabinet du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Lors de son installation, elle a déclaré que l'un de ses objectifs principaux serait de promouvoir la participation politique des femmes en Haïti. Donc l'APN vit quelque chose de particulier. L'autorité, le syndicat plutôt de l'APN lance son alerte. De son côté, le syndicat des employés de l'autorité portuaire nationale SEAPN a lancé un appel urgent au gouvernement. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre le 23 octobre, le syndicat a réclamé la mise en place d'un corridor sécurisé pour ses employés. Il dénonce une situation intenable où, selon ses propres termes, le trajet d'à peine 1,5 km menant aux installations portuaires est devenu un véritable parcours de survie. Le syndicat rappelle que le port gère plus de 85% des marchandises importées du pays. La situation actuelle en Haïti reste donc marquée par cette dualité, donc des efforts considérables de stabilisation et de renforcement institutionnel d'un côté et ces défis sécuritaires et humanitaires persistants de l'autre.
C'est la fin du deuxième segment de nouvelles. Restez branchés, nous vous reviendrons juste après la pause. Madame, Monsieur, merci d'être resté jusqu'à présent avec nous. Vous êtes sur RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Nous sommes le lundi 27 octobre 2025 face au passage de l'ouragan Mélissa. Je vous rappelle que la prudence est de mise et vous avez besoin de vous informer d'heure en heure des dernières informations, des dernières consignes données par les autorités sur place. C'est une question de vie ou de mort. Il est important justement de rester bien informé. Après un tour d'horizon de l'actualité politique et sécuritaire, après avoir regardé aussi ce qui concerne la météo, nous abordons maintenant les questions de société, de culture et les nouvelles de la diaspora qui façonnent notre quotidien. Voici les principaux titres que nous développerons dans ce troisième et dernier segment de nouvelles. Justice dans la musique haïtienne, le verdict historique dans l'affaire Zafem qui secoue le milieu artistique. La jeunesse dans la rue, des centaines de lycéens manifestent à Port-au-Prince pour réclamer leur droit à l'éducation. Une crise silencieuse de phénomènes alarmants des grossesses précoces dans les abris provisoires. Une nouvelle porte vers le monde, l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre le Cap-Haïtien et le Mexique, un soulagement pour de nombreux voyageurs. Sinon, on terminera par un fait divers dans la diaspora, l'arrestation d'une ressortissante haïtienne en Floride. C'est le temps de développer les titres annoncés pour ce troisième segment de nouvelles, la crise de l'éducation publique. La manifestation des lycéens de la semaine dernière à Port-au-Prince est bien plus qu'un simple mouvement de colère. C'est le dernier symptôme d'une crise structurelle qui gangrène l'éducation publique, menaçant de sacrifier l'avenir de toute une génération sur l'autel de l'instabilité administrative et politique. Vendredi 25 octobre, des centaines d'élèves vêtus de leurs uniformes ont marché pacifiquement dans les rues de Port-au-Prince. Issus notamment du lycée Jean-Marie Vincent, du lycée Antoine et du lycée Georges Isméry, ils avaient une seule et même revendication, le retour de leurs professeurs et la reprise des cours interrompus depuis plusieurs semaines. La cause de cette paralysie est bien connue, le non-paiement des salaires des enseignants et des retards administratifs inacceptables. Les élèves dénoncent une situation administrative intenable où certains professeurs travaillent depuis plus de 10 ans sans avoir reçu leur lettre de nomination, un statut officiel pourtant indispensable. Face à la menace grandissante d'une année blanche, ces jeunes lancent un appel direct au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le MENFP. Leur cri du cœur résonne dans un slogan puissant. On est fatigué de toutes ces grèves, on veut apprendre. Cette précarité qui touche l'éducation rend la jeunesse haïtienne d'autant plus vulnérable à d'autres fléaux sociaux. Nous abordons maintenant un sujet grave et souvent passé sous silence, mais dont l'importance est capitale pour la santé publique, la protection de l'enfance et l'avenir même de notre société. Un phénomène alarmant prend de l'ampleur dans les abris provisoires, celui des grossesses chez de très jeunes adolescentes. Les agents de santé communautaire tirent la sonnette d'alarme dans plusieurs sites de la région métropolitaine, notamment à Bourdon, Delma 33 et Lalu. Ils rapportent une augmentation des cas de grossesse chez les filles parfois âgées de seulement 13 ou 14 ans. Waouh! Les facteurs contributifs identifiés sont multiples. La promiscuité dans les abris surpeuplés, le manque de supervision parentale et dans les cas les plus tragiques des situations d'abus. Si les statistiques nationales les plus récentes, celles de l'enquête EMUS 6, EMMUS6 de 2017, indiquaient déjà que 14% des adolescentes de 15 à 19 ans avaient été enceintes, elles ne mesurent pas l'ampleur du drame chez les plus jeunes. Face à ce constat, des organisations féministes et des experts comme la pédagogue Mona Jean-Baptiste appellent à une action urgente. Ils soulignent la nécessité de briser le tabou autour de la sexualité et de relancer les programmes d'éducation sexuelle pour protéger ces enfants. Des défis sociaux aux affaires culturelles, un verdict judiciaire récent vient de marquer un tournant dans le monde de la musique.
Parlons de culture et justice, le verdict de l'affaire Zafem. Dans une décision qui fera date pour le respect de la propriété intellectuelle dans l'industrie musicale haïtienne, la justice américaine a rendu son verdict dans l'affaire Zafem. C'est un moment charnière qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu pour les artistes et les producteurs. Le jugement est sans appel. Le musicien Dener Seid et sa société ont été condamnés à verser la somme d'$1 million pour usage illégal de la marque Zafem. Les plaignants, Wyss Joseph et Marie Joseph, ont été reconnus comme les propriétaires légaux de la marque. La décision a été rendue par le tribunal fédéral du district de Brooklyn sous la présidence du juge Brian M. Cogan. Le tribunal a statué que Dener Seid, ou Dener, D-E-N-E-R, Seid, avait fait un usage commercial non autorisé de la marque, une violation des droits de propriété intellectuelle qui risquait d'induire le public en erreur. Pour le musicien, connu pour son talent de guitariste et d'arrangeur, ce différend a jeté une ombre sur sa réputation. Au-delà du cas individuel, ce verdict envoie un signal fort à tout le secteur culturel. Il rappelle que le succès artistique doit s'accompagner d'une gestion juridique et éthique rigoureuse, invitant les acteurs de l'industrie à mieux structurer et protéger leurs projets. De la diaspora artistique, nous passons maintenant aux services qui lui sont essentiels. Diaspora et Services, une nouvelle liaison aérienne vers le Mexique, ce qui va réjouir plus d'un. Une nouvelle qui sera accueillie avec soulagement par la diaspora haïtienne et les voyageurs confrontés à un véritable casse-tête logistique. Une nouvelle liaison aérienne directe s'apprête à voir le jour, offrant une solution attendue à ceux qui cherchaient à se rendre au Mexique. La compagnie aérienne Flytotski, JSC, a annoncé le lancement d'un vol direct reliant le Cap-Haïtien à Cancún, au Mexique. Le service débutera à partir du 15 novembre 2025, donc dans moins d'un mois. Cette initiative répond à un besoin urgent de nombreux ressortissants haïtiens, détenteurs d'un visa ou d'une carte de résidence mexicaine en règle, se trouvaient dans l'incapacité de voyager faute de vol. Certains risquaient même de perdre leur statut de résident à cause de ces contraintes. Cette arrivée est d'autant plus notable que Sunrise Airways était jusqu'à présent la seule compagnie à maintenir des liaisons internationales depuis Haïti. Ce service, débutant par un premier vol charter direct, est spécifiquement réservé aux passagers disposant des documents de voyage mexicains valides, leur offrant une option de voyage plus sûre et directe. Restons au sein de la diaspora avec un fait divers qui nous vient de la Floride, mais c'est pas une bonne nouvelle. Bon, c'est arrivé à North Miami Beach. Terminons ce segment dans la diaspora avec un fait divers qu'on n'aime pas trop. C'est Tonise Saint-Hilaire, âgée de 31 ans, qui a été interpellée par la police de North Miami Beach. Elle est accusée d'avoir agressé sa voisine en lui lançant des épices depuis son balcon. Selon le rapport de police, elle aurait également menacé la sœur de la victime avec un couteau à beurre. Inculpée d'agression avec une arme mortelle, Tonise Saint-Hilaire a été conduite au centre correctionnel et sa caution a été fixée à $5 000. Ceci conclut le développement de nos nouvelles pour ce segment, Madame, Monsieur. Reprenons Météo et taux du jour. La météo, les informations détaillées concernant les prévisions météorologiques pour ce lundi 27 octobre 2025, y compris les heures de lever et de coucher du soleil. Actuellement, c'est l'ouragan de catégorie 4 Mélissa, donc qui sème la panique dans la Caraïbe et en Haïti. Alors ne vous fiez pas à ce que vous entendez maintenant si vous ne l'entendez pas tout de suite après la publication, parce que ça se peut que ce soit déjà évolué. Donc informez-vous d'heure en heure pour suivre les consignes des autorités sur place et mettez-vous à l'abri. Sinon, si on regarde l'heure du lever et du coucher du soleil, donc pour ce lundi 27 octobre 2025, le soleil se lève à Port-au-Prince à 6h48 et se couche à 18h17, donc à 6h17 du soir. Si vous vivez dans l'une des régions
en alerte rouge fixée par les autorités. Ne pensez pas lever les alertes vous-même. Restez informé pour savoir quand les alertes sont levées et qu'est-ce qui est permis. Informez-vous d'heure en heure pour savoir ce que vous pouvez faire. Pas d'imprudence. Entre autres, ne pas traverser les rivières en crue. Le taux du jour, si on se base sur ce qu'il y a eu comme information depuis un peu avant la fin de semaine, selon les données disponibles par la Banque de la République d'Haïti, donc pour $1 américain, il fallait 130 gourdes et 68 et 21 centimes. Avant de nous quitter, voici un bref rappel des informations clés que nous avons développées. Donc, un verdict historique dans l'affaire Zafem qui redéfinit la propriété intellectuelle de la musique haïtienne, le cri des lycéens de Port-au-Prince pour leur droit à l'éducation, l'alerte sur les grossesses précoces dans les abris provisoires, tout comme l'alerte sur plusieurs départements à cause du passage de l'ouragan Mélissa qui a atteint, au moment où on enregistrait ce bulletin de nouvelles, la catégorie 4, et enfin une nouvelle liaison aérienne vitale entre le Cap haïtien et le Mexique permettant à partir du 15 novembre prochain des voyages vol direct pour Cap haïtien Cancun dans le Mexique. C'est tout pour ce bulletin de RGDE Nouvelles, l'info sans détour, une analyse objective. Merci de nous avoir accompagnés. Rendez-vous au prochain bulletin pour continuer à suivre l'actualité ensemble. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager pour soutenir notre mission, bâtir un pont d'information entre Haïti et sa diaspora. On se retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles et histoires qui comptent. Restez connectés, restez fiers. Au revoir.